J'en ai déjà parlé à un grand chef aussi. J'étais au bout du rouleau. Direct Poucave. La tradition, Direct. quoi. Ah, mec, c'est New York, ici, là. Nous sommes le 7 octobre 2024, le Pau FC est tellement fort à domicile que les Bastillons ont préféré s'enfermer chez eux sur leur île que de venir nous affronter au Noustecamp. Bienvenue dans ce 17e épisode de 1959. Et avec moi aujourd'hui, Tom, Romain et Johan. Salut Bonjour. Alex, salut tout le monde. Bonsoir. Tout le monde. Allez, aujourd'hui on va parler Ligue 2, les 4 matchs qu'on a analysés depuis Martigues. On parlera Analysé, quoi. Mais oui, analyse. On est des analysateurs. Des analystes. Allez, celle-là, je peux la refaire. Non, Et, non, regarde, Non, peut-être. celle-là, elle est très Non, de bien. toute façon, il n'y aura pas de montage. Derrière, on parlera Ça un peut peu être de le titre de l'actu. l'épisode aussi. On est des analystes. Ça sera probablement. Avec un petit graphique en fond. Vous verrez bien quand vous écouterez. On parlera de l'actu du club et Tom nous fera une petite rubrique sur nos ex. D'ailleurs, je me suis aperçu que je faisais le hashtag nos ex quand je faisais mes tweets sur nos ex palois. Et en fait, c'est le hashtag nos sex. Mais j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Je pense qu'il changera ce petit hashtag. Attends, le Nosex Bah, Nosex, ça fait En fait, Nosex. c'est nos sex. Ah ouais, putain, le référencement de ton Twitter, mon gars, chaud. Ah, je perce auprès de milieu. Tu vas devenir. Non, tu vas être intégré, tu sais, dans la commu incels, tu sais, les hommes. C'est célibataire qui n'arrivent pas à avoir de nana là. Ouais, on va prendre des ton abonnements là-bas. Ton fil Twitter il va être bien ghetto d'ici quelques temps. Allez, c'est parti. On parle de Ligue 2. On a donc 4 matchs à discuter, non pas analyser. La victoire à domicile contre Martigues 3-0, la défaite à Dunkerque 3-2, la victoire à domicile 1-0 et la défaite à l'extérieur à Laval 3-1. Il y a un petit schéma qui se dessine sur ces 3 matchs. Si j'y reviens rapidement, lors du dernier numéro, on se posait la question de voir l'équipe face à un 11 adverse qui nous attendrait, qui serait peut-être difficile à bouger, et on n'a pas vraiment eu d'adversité sur ce match. C'était assez catastrophique en face et on gagne facilement. À Dunkerque, on a un match qui est à l'opposé. On se fait bouger dès les premières minutes et on finit par être pas loin de l'égalisation, mais ça aurait pu être un petit miracle si on reprenait un point là-bas vu notre première heure de jeu. Contre Lorient, après, je pense qu'on fait notre meilleur match de la saison jusqu'ici, puisque c'est le match le plus complet, le plus solide face à un adversaire qui était censé être vraiment très costaud et qu'on a bien muselé. Censé, parce que... Sur ce match, on voit pas grand-chose. Ouais. Mais bon, ça veut dire aussi des choses de notre équipe. Et un 4e match, donc à Laval, on refait un peu la même chose qu'à Dunkerque. On part avec un 11 qui est très diminué, un changement de tactique, mais sur ce match-là, on fait absolument rien, ou quasiment rien. Et une défaite totalement méritée. Je vous laisse réagir. Bah, comme t'as dit. Je peux commencer en tous les cas à défricher la discussion. Je sais plus combien on s'était annoncé 2 points. Alors je crois que le match de Bastia Moi je sais parce que je vous ai écouté il y a pas longtemps. J'avais du dit coup. 5, non? On disait entre 11 et 12 à l'arrivée. Toi, tu disais que à 6 ou 7 tu serais content. Mais En comptant Bastia. En comptant Bastia, donc vous pouvez pas savoir. 5 matchs. Donc donc on fait 6 points en 4 matchs. Ouais. On a vu. Franchement, on commence à voir l'équipe, l'ossature, son jeu, ses points forts comme ses points faibles. Et ses points forts, moi, comme ça, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est une circulation de balles, notamment sur les côtés, qui est assez performante. Une attaque qui est toujours... qui va souvent au bout des actions, et dans les défaites, il y a des buts. Ouais. Donc, et le point faible, c'est que on prend toujours autant de buts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, être mené 2-0 à l'extérieur, ça va commencer à être très, très, très difficile de ramener des points à chaque fois. Et puis, un problème un peu dans l'axe, parfois. Et enfin, peut-être un déficit ou en tous les cas, une équipe qui, encore une fois, je trouve souvent en réaction,
plutôt que dans l'action, en particulier à l'extérieur. Ouais. Parce qu'à domicile, ça va. À domicile, à chaque fois, on a ouvert le score. Et à l'extérieur, c'est l'inverse. À chaque fois, on a encaissé le premier but et on s'en est jamais remis, quoi. Enfin, sur les 2 derniers matchs, du moins. Parce que Clermont et Grenoble, on avait réussi à... Ouais, tu vois, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ça soit Martigues ou Lorient, que ce sont 2 équipes vraiment différentes, avec bien sûr des qualités différentes. Les Palois, vraiment, ont pris ces 2 matchs de la même manière. Ouais. Et au final, ont réussi à faire des matchs extrêmement aboutis. Et à l'inverse, Laval, je trouve que c'est vraiment pas bon. Mais à Dunkerque, c'était criant, quoi. À Dunkerque, ils ont mis carrément 45 minutes avant de se... À partir du moment où Dunkerque mène 3-1, ils relâchent la pression, et c'est là où on revient dans le match. Mais sinon, on n'existe pas là. Ouais, je trouve au début, je trouve que la seconde période est vraiment meilleure. Mais... Donc, j'ai envie de dire, presque rien de nouveau sous le soleil par rapport au Pau FC de l'année dernière, quoi. Bah, ça, au moins, c'est cohérent. Oui, absolument. Il y a une continuité, une identité. Si je peux compléter, ouais, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, sincèrement, assez déçu quand même du comportement de l'équipe à l'extérieur. Ouais. Je trouve qu'on a du mal à rentrer dans le match, que ce soit les 30 premières minutes, c'est toujours brouillon. Là où je suis déçu, vraiment la différence entre Laval et Dunkerque, le match à Laval, moi, c'est la compo d'Ouzaï. Je pense qu'en fait, après, il manquait beaucoup de monde. Il s'est un peu trompé, quoi. Il a testé des choses, après il est blessé. Il y a des gens aussi qui sont en méforme, je trouve. C'est pas tellement une histoire de test qu'une histoire de contrainte. Hein. T'es sur un calendrier très chargé avec un effectif où t'as des blessures. Ouais, on était décimés au niveau des latéraux parce qu'on avait Obiang de blessé, Gaspard blessé. Boto était sur le banc, mais il a pas mis direct, donc je me demande s'il avait la possibilité de jouer à 90 minutes. Koudou blessé aussi, non, à Laval ? Ouais, Koudou blessé qui sort blessé contre Lorient. Du coup, sur les ailes, on commence avec Diawara et Kaloulou. Clairement, aucun des deux était prévu comme latéral en début de saison, quoi. Les latéraux, c'était un problème l'année dernière, c'est toujours un problème cette année. Là, c'est le poste maudit. Ouais, c'est un peu un problème depuis le début de ce podcast. Hein. C'est quand même pas de chance parce que quand on regarde les latéraux gauche, t'as Boto, Obiang et t'as Kaloulou qui arrive en plus. T'as quand même 3 postes et c'est un poste mais t'as Koudou aussi depuis le début de saison, quoi. Ouais. Donc ça fait chier. Après, je pense que comment dire, les entrées de Boto m'ont pas forcément plu. Je pense que vraiment ce petit Kaloulou devient le titulaire en puissance tant qu'Obiang est blessé. Et voilà. Sinon, à part ça, on marque toujours autant de buts et défensivement toujours aussi dur. Donc ouais, je confirme, je vais dans votre sens de ce que vous disiez auparavant. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Non, après, là, à notre ton, on dirait qu'on est un peu blasé ou quoi. Ça reste un début de championnat vraiment top. Après, là, c'est sûr qu'après un mois, et surtout, je pense que la défaite à Laval, elle met un coup sur la tête parce que par rapport à tout ce qui avait été montré depuis le début de la saison, c'est vraiment un soir sans. Puis il n'y a pas le match de Basset derrière pour essayer de se rattraper. Ouais, voilà, donc notre complètement. positif, quoi. Donc on reste sur cette impression vraiment après c'est plus l'affaire des ultras entre eux, mais on sait ce que représente Laval pour Pau. Et mais je pense que les joueurs sont pas au courant. Absolument, ouais, mais en fait, en tant que public, dans le public palois, pour beaucoup, c'est une date cochée. Et les gars ont fait vraiment un match. En fait, j'arrive pas à savoir à quel point il faut mettre ça au crédit des Lavallois, qu'on fait quand même un bon match, et à quel point il faut mettre ça aussi au débit des Palois, je trouve, pas réaliser une belle copie. Ouais, après, je pense que c'est le style adversaire qui nous réussit pas non plus, quoi. C'est très physique, ça attend. Moi, je trouve dès le début de match contre Laval, j'ai l'impression que l'équipe elle était étalée sur 3/4 du terrain. Déjà, il y avait aucune densité. Et on n'a jamais réussi à mettre en place un pressing ou vraiment avoir notre jeu de passe habituel, quoi. Ouais, franchement, techniquement, après, ça peut se comprendre avec ce système à 3 défenseurs qu'on n'avait jamais testé depuis le début de saison. Oui, c'est vrai. Diawara qui joue piston droit, Kaloulou piston gauche. Après, sincèrement, ce match, faut pas se cacher derrière ça. On a été nul à chier, on mérite de perdre, mais l'arbitre a été dégueulasse aussi, quoi. Le penalty, il est inexistant. Absolument. Et ça te plombe le match, quoi. Ah, mais donc, on sera toujours arbitré comme ça, hein.
Ouais. Donc, Après, avant le penalty, t'as quand même des occasions pour Laval. Enfin, Rien n'est fait à contre-courant du match. Hein. C'est pas l'arbitre qui a fait le match, hein. C'est nous. Hein. je trouve en première mi-temps, il y a quand même des fautes, des jaunes qui sont sortis, le penalty. Enfin bref, après, on mérite de perdre, ça, pas de souci, tu vois. Mais il y a quand même, mentalement, on n'y était pas, tactiquement, on n'y était pas. Et en plus, après, voilà, ces petits trucs en plus, décisions arbitrales litigieuses qui vont pas dans ton sens, ce qui fait que tu prends une branlée, quoi. Ouais. Avec un golasso. Il y a quoi, 3-1 3-1, Ouais, 3-1. En fait, on prend une reprise de volée à la 28e minute. Après, c'est le penalty. Ngom réduit la marque sur un coup de pied arrêté. Et 5 minutes après, on prend une contre-attaque foudroyante. Ça fait 3-1, match plié. Merci, au revoir. Pourtant, on sait qu'en contre-attaque, les Lavallois, c'est... Bon, ben voilà, on le sait. Hein, mais... On sait qu'ils courent vite. Ouais. On sait qu'ils font ça très bien. J'aime beaucoup. Mais après, justement, au début, on parlait de nos forces. Moi, Tom en parlait. Moi, les transitions offensives du club, de l'équipe de Pau, elles sont vraiment bonnes, je trouve. On part vraiment vite vers avant. Bon, hormis le match contre Laval, mais ça fuse, quoi. Genre, on a vraiment des joueurs qui vont très vite. Et techniquement, les milieux peuvent envoyer des grands ballons, des bonnes passes et en profondeur. Et vraiment, ça, c'est vraiment l'un des points forts de la transition offensive, je trouve. Ouais. Offensivement, on envoie du bois, quoi. Enfin, puis Lorient, t'as quasiment une vingtaine de tirs à la fin, quoi. Donc, ouais. Non, mais c'est le match est plein. Transition, on sait quoi faire avec le ballon aussi en phase de possession. Je trouve que c'est ça. Je suis d'accord. On est peut-être par rapport à l'année dernière encore plus maître de notre sujet. Alors quand les joueurs sont dedans, mais en tous les cas, techniquement parlant, dans les schémas de passe, parfois Laval, Lorient pressait correctement, puis ils ont de tels joueurs que ça rigole pas, mais les Palois paniquaient pas, ils avaient toujours un partenaire démarqué, et que ça soit sur les ailes, même dans l'axe, c'était vraiment très propre. Techniquement aussi, il y a quand même, voilà, en point positif, je trouve quand même que il y a un gap par rapport à l'année dernière. Je trouve que là, on a affaire à beaucoup de joueurs qui savent manier le ballon. Avec peut-être plus de bancs que les années précédentes aussi. Ah ben, ça on peut se le dire. Enfin, quand tu vois les joueurs qui rentrent ou qui sont sur le banc ou qui sont blessés, je sais pas si le club, depuis qu'on les suit là sur l'histoire récente, a déjà eu un effectif aussi qualitatif. Et même au niveau de la quantité, il y a quand même... on a affaire à 15-16 joueurs niveau Ligue 2, quoi. Je pense que c'est ça, c'est que il y a une cohérence d'effectifs en termes de niveau, je veux dire. T'as pas ton équipe type, ton 11 type où ils sont forts et tout, et le reste, c'est des remplaçants très très remplaçants. Là, cette année, t'as des... Tu peux interchanger à plein de postes, tu peux interchanger sans aucun mal, quoi. Ouais. Au milieu, t'as 5 joueurs, devant, t'as 5 ou 6 joueurs aussi qui peuvent tous jouer à chaque fois pour 3 postes. Donc, c'est peut-être défensivement où il faudrait peut-être un troisième défenseur un peu plus solide, quoi. Bah, disons que on en a 3 de bon niveau. Moi, encore une fois, Kwasi, je trouve qu'il a encore le niveau de la Ligue 2. Ou quand il fait ses rentrées maintenant, comme il est plus titulaire, même ses rentrées en 6, elles sont cohérentes. Là, voilà, à Lorient, on le connaît, il est coupable d'un penalty. Je suis d'accord avec toi, Johan. Il est quand même à Laval, pardon. Le penalty est encore vraiment très généreux parce que moi, je trouve que son intervention, elle est propre. Ouais, il se loupe avant, quoi. Le problème, c'est qu'il loupe son... Ouais, enfin voilà, il a son mais c'est à l'image de Kwasi, en fait. S'il n'y a pas faute, mais c'est tellement brouillon que, tu douces, quoi. Ouais. Et par contre, là, tu vois, tu parlais, Johan, de méforme. Je serais intéressé de savoir qui tu ciblerais un peu, là, sur ceux que tu aurais dans ta fameuse ligne de mire. Franchement, j'en ai un, c'est au milieu, que j'adore. Hein. Mais Mohamed, il commence à être un peu fatigué, quoi. Je trouve que Mohamed, depuis 2-3 matchs, il est en dedans. Et c'est pour ça qu'il sort assez rapidement, je crois. C'est l'un des premiers mecs à sortir à chaque fois. Dunkerque, il doit faire une heure de jeu. Dunkerque, il est à... Lorient, je crois qu'il est pas titulaire, pour le coup. Non, il fait tourner. À Lorient, il est pas titulaire, effectivement. Il revient titulaire à Laval, ouais. À Laval, et par contre, celui qui est que je trouve très bon depuis le début de saison, c'est Ngom, quoi. Oui. Il y a une forme de concurrence entre les deux, tu vois. Avant, je mettais Mohamed direct titulaire, en tout cas au début de saison.
Et je trouve qu'en termes de forme, après une saison c'est très long, mais en termes de forme, Ngom là peut passer potentiellement devant moi, enfin devant Mohamed pour moi en tant que titulaire. Après, c'est une question de schéma. de forme. Enfin, c'est une question de schéma déjà, mais c'est une question de forme aussi. Que Mohamed est pas un moins bon joueur qu'il ne l'était la saison dernière. C'est juste qu'il y a des cycles dans le. Ah oui, clairement. Et là, il est dans une période où il est moins bien, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, on l'a vu revenir de blessure et être immédiatement très au top. Et on l'avait pas vraiment vu en bas, quoi. Donc, sur la fin de saison, il avait un peu plus de mal l'année dernière, mais bon, c'était logique avec le fait de revenir de blessure. Voilà. Là, il est moins bien. C'est pas. C'est un bon milieu de terrain, mais c'est un bon milieu de terrain qui traverse un moment où il est pas optimal. Et ça reviendra. Et pareil, Ngom, il va avoir il a fait des très bons matchs ces derniers temps. Il va redescendre de niveau aussi à un moment. Enfin, tu vois, c'est normal. On attend quand même une progression de ces jeunes joueurs, tu vois. Oui, mais la progression, elle se fait. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas linéaire, elle est en dents de scie et c'est normal. C'est le cas pour tous les joueurs de tous les clubs, dans tous les sports même. Hein. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Yoann, que Iyad Mohamed à Dunkerque, il fait un mauvais match. Ce qu'on appelle un vrai mauvais match, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les bons choix. Il fait une erreur dans la surface qui amène un but. Le premier aussi, je sais que c'est une relance complètement foirée dans l'axe. C'est Boutaïb, pardon. Voilà, donc il y est pour rien. Enfin, il y est pour rien. Et tu peux mettre Boutaïb aussi un peu dans les joueurs un peu moins bien. Oui, absolument, c'est vrai. Moins tranchant. Mais c'est logique, quoi. Il a fait un super début de saison. Il est un peu moins bien maintenant. Et après, si on peut faire un parallèle, Mohamed et Boutaïb, c'est un peu les deux joueurs sur lesquels on n'a pas d'autres profils vraiment équivalents. Bah oui, alors Boutaïb, moi je le dis depuis le début, Boutaïb il se blesse, c'est fini, enfin on a que des flèches devant. Joueurs, mais tu dois jouer autrement. Iyad Mohamed, disons qu'il est maintenant sur le papier, il a l'air tellement fort et complet que tu te dis bon. Pour moi, Ngom, c'est pas tout à fait le même profil, quoi. Ouais, non, pas tout à fait. Et puis techniquement, il est quand même, je trouve, un ton en dessous. Il a d'autres valeurs telles que l'impact dans les duels. Ouais. Moi, c'est là où je trouve qu'il a vraiment progressé. Alors des fois un peu trop là, comme son tacle incroyable contre Caen. Mais peut-être. Je vous avais dit au podcast où j'étais pas du coup la dernière fois qu'il était un peu à pied. Enfin, c'est une moissonneuse batteuse. Ah ouais, non, là, il prend tout là. On est dans l'agriculture là. C'est le verbe. Il prend tout. Peut-être pour me faire l'avocat du diable, en tous les cas sur Iyad Mohamed, c'est que à Dunkerque, en tous les cas, on n'a pas revu la doublette titulaire Mohamed Ngom, qui, moi, je trouve, est plutôt complémentaire et ferme cet axe qui a été un peu trop l'autoroute là, sur quasiment, c'est une constante que je trouve quasiment sur tous les matchs. Et voilà, peut-être que Mohamed avec un Besnard, il a finalement encore plus de terrain à couvrir ou je sais pas. Après on parle beaucoup de lui, mais à Dunkerque il n'y a pas que lui qui est pas bon, quoi. C'est vraiment mais toute bon, l'équipe qui est moins dedans et qui se fait rentrer dedans par une équipe de Dunkerque qui est deuxième ou troisième. Enfin, c'était vraiment une belle équipe en face, donc c'était pas le match le plus simple. Mais en tous les cas, si les trois sont opérationnels et que dans un rythme normal de saison où le POFC joue un match par semaine, USA il va devoir faire vraiment de vrais choix parce que l'alliage entre ces trois, en fonction des deux que tu prends, c'est vraiment pas la même équipe et pas la même organisation de jeu défensive en tous les cas. Ouais, mais c'est bien justement qu'il y ait cette petite concurrence en plus pour un Mohamed, parce que c'est quand même le titulaire. Hein. C'est le titulaire. Je pense que quand Oussa il fait sa compo, Mohamed c'est l'un des premiers mecs qui arrive, il met son petit nom sur la feuille, quoi. C'est bien qu'il y ait une forme de concurrence, que ce soit Ngom ou même Besnard, où il se dit bon, il faut quand même que je progresse, il faut que je continue de travailler. Bien sûr. Les matchs où je suis en dedans, comme Laval et Dunkerque, font que le prochain match, je serai pas forcément titulaire et il y a une forme de remise en question. Mais après, c'est toujours un top joueur. Une saison est longue, il y a des cycles. Le gars est trop fort et je lui fais pas. Voilà, je suis pas inquiet non plus. Mais c'est bien qu'il y ait des petits rappels, quoi. Ouais. Ruiz aussi a pas été aussi impérial que prévu. Moi, j'ai encore Dunkerque en tête. Ouais. Mais même à Laval, alors peut-être que cette défense à 3. À Laval, il était pas là, tout simplement. Ruiz, il a pas joué à Laval. Ouais.
Non, on jouait avec qui alors à 3 derrière? Aoussou, Kouassi et Kanté. Ouais, ah c'est oui, ça. pardon. Alors, Mais tu vois, c'est là où je veux dire la compo. Enfin, tu vois, Ruiz, il était sur le banc, il était pas forcément blessé. Je pense que c'est pour le préserver physiquement, mais t'arrives à Laval avec une défense à 5, c'est tout nouveau, le premier match de la saison. Tu mets Aoussou, Kouassi, Kanté. Bah, tu vois, Kouassi, Kanté titulaire, alors qu'ils ont joué des bouts de match. Waouh. C'est un risque quand même, tu vois. Ouais, bah il s'est trompé. Vu la copie rendue, ça, il s'est trompé, il a testé, après, il s'est trompé, ça arrive. Ça dépend aussi des états de forme, on sait pas exactement de disposer d'un meilleur effectif que je suis pas sûr que Ruiz, tu le mets sur le banc juste pour faire un test, tu vois. Je pense qu'il y avait une raison. Hein. Pour moi, il était blessé, quoi. Enfin, je l'aurais pas vu le mettre, le reposer, entre guillemets. Après, il rentre pas, Ruiz, du match. Enfin, il est sur le banc, mais il rentre pas. Et on termine avec Aoussou en latéral gauche aussi. Ça, c'est. Ouais. Et en plus, on a vu des il a pas été mauvais non plus, le latéral gauche, en plus, Aoussou. Hein. Non, mais bon, il a pas vraiment le physique du poste. Non, mais c'est pas son. Mais bon, on avait déjà vu Kouassi en latéral droit à Auxerre. Kouassi, on l'a vu partout, je pense. Hein. Ou à 3, je sais plus quand. Kouassi, il a été défenseur central, arrière gauche, 6, arrière droit. Il a bossé au guichet avant. Quand tu vois Xavier Kouassi prendre le couloir, c'est quand même inhabituel, quoi. Ouais. C'est lui qui fait la compta du club. Hein. C'est lui qui fait les contrats aussi du club. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est rajouté une petite clause. Une petite année en option. Ouais, donc... et par contre, les points positifs en joueur, moi je trouve qu'André Diawara, il a du feu dans les jambes. Enfin, c'est vraiment très, très, très prometteur. Enfin, plus que prometteur, parce qu'il a quoi 22, 23 Ouais, il a un poil plus vieux que les autres. Ouais, il est né en 2000, il a 24. Ok, bah franchement, bon petit joueur. Hein. Moi je le connaissais pas et comme toi, je suis agréablement surpris, je le trouve très fort techniquement, véloce. Ouais. Je le savais pas aussi rapide. Et en plus, je pense qu'il a une forme un vrai caractère, quoi. Genre, il veut pas se laisser marcher dessus. Il a une forme de niaque. Enfin, tu vois, genre, je le trouve complet, joueur, et belle surprise en tout cas. Ouais, bah franchement, il y a une option d'achat ou pas sur le prêt? Ouais, donc tu vois, bonne pioche. Et même de l'autre côté, Pathé Mboup, qui je trouve a des qualités intrinsèques encore supérieures. Moi, je trouve qu'il va très vite. Et malgré sa vitesse, je trouve que la balle reste quand même près de son pied souvent. Des fois, il part en rush sur le long de la ligne, tu dis, voilà, il va finir où? Et en fait, c'est complètement l'appui, il est bien, la course, elle est propre. Il est très fort, il le sait un peu trop. Ah ouais. Il faudrait qu'il redescende un peu, peut-être. Qu'il redescende un peu, qu'il arrête de vouloir. Enfin, pas tout le temps, hein, c'est pas pathologique chez lui, mais qu'il arrête de vouloir de sauver la patrie tout seul, de montrer qu'il est super fort avec un ballon. Il est super fort avec un ballon. On l'a Après, vu. pour le coup, il est très jeune. Oui, c'est des erreurs, entre guillemets des défauts de jeunesse. Mais ouais, il a des belles qualités, il le sait, oui, peut-être, c'est vrai. Mais il me fait un peu penser à Baswamina. Alors, surtout sur son match de Lorient, où il fait pas des erreurs, mais bon, il y a pas mal de choses qu'il loupe. Mais il se crée énormément de choses aussi, lui tout seul. Dont son but, qu'il va chercher tout seul et qu'il va arracher, quoi. Ouais, je trouve des belles occasions quand même à Lorient. Enfin, je pense que c'est plus fort que Baswamina en potentiel. Ah oui, clairement. Mais ça me rappelle un peu ce joueur qui a peut-être tellement un peu moins d'activité travailleur. Que forcément il a dû louper et il a du déchet, quoi. Baswamina, je trouvais qu'il avait il défendait beaucoup. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup Stellier, parce que maintenant tu leur demandes à la fois d'être offensif et décisif, mais il faut qu'ils couvrent complètement qu'ils verrouillent leur couloir. Mboup, je trouve moins précis dans l'essuie-glace défensif, mais il a la même activité et des fois c'est un peu tout feu tout flamme. Ça, c'est vrai. Mais techniquement c'est meilleur que Baswamina, quoi. Ouais. Moi. Je trouve justement que Baswamina c'était un peu combatif, mais un peu un tout droit, quoi. En caricaturant. Là, je trouve qu'un Mboup beaucoup plus technique et il peut faire des différences vraiment avec ses pieds tout seul, quoi. Mais bon, faut pas qu'il s'enflamme, comme dit Romain. Faut pas qu'il veut pas essayer de sauver la patrie à chaque fois, quoi. Mais bon, c'est des défauts de jeunesse, on veut pas lui en vouloir. Oui. Ouais, puis il fait un gros début de saison, quoi. Mais de toute façon, même le manque entre guillemets de couverture défensive, c'est également un défaut de Genève, ce que tu retrouves chez beaucoup de jeunes attaquants qui n'ont pas encore bien acquis que si, tu reviens en fait. C'est bien sûr. Et puis c'est quand même un début de saison, quoi. Oui, il découvre le niveau aussi. Ouais, le début de saison, là on peut dire que ça y est. Si on peut en parler de bloc, on est au quart du championnat. Ouais, quasiment. Donc le début de saison, là on est dans le jus, on est dans le cœur de la saison.
Ouais. Tu vois, donc c'est pour l'instant positif ce qui montre. Bah, déjà, ne serait-ce parce qu'ils jouent. Donc c'est-à-dire que le coach compte sur eux, est satisfait de leur copie. Tous les matchs, si je me trompe pas, Mboup. Donc voilà. Je sais pas là qui part en. Diawara part en sélection là. Diawara part, Mohamed part, Ngom aussi et Boto, si je me trompe pas. Boto. Ouais. Madagascar. Après Boto, ça peut lui faire du bien de jouer un petit peu, quoi. Ouais, ça va lui donner du un peu rythme. son foot. Ce qui Mais serait tu vois, on dommage, parlait c'est- des latéraux gauche, j'avais oublié, mais Jean-Lambert Evans aussi. Ouais. Bah, tu vois, il y a quand même 4 latéraux gauche. Ah, c'est dingue. Ouais, t'en as 5 même. Et voilà, quoi. Enfin, tu fais jouer Boto alors qu'il est au fond du saut depuis l'année dernière, quoi. Ouais. Lui, enfin, et alors qu'Evans, il performe avec la réserve. Après, est-ce qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 2? Je sais pas, je sais plus. Mais je c'est fais des choix confiance au coach. d'entraîneur, donc. Gaspard, C'est il est ça. pas parti avec l'Angola non plus? Non? Parce qu'il est blessé? Non, je crois pas. Ok. Bon. Non, il est pas blessé, Gaspard, a priori. D'accord. Là, il aurait été suspendu pour Bastia. Du coup, il sera suspendu à Guingamp. Ok. Mais pour Mais bon, revenir là, je trouve quand même- sur le point offensif, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 5 joueurs et 5 profils vraiment très différents, très complémentaires. Moi, j'aime bien ça sur notre attaque, entre un Boutaïb, un Mboup, Arconte, Diawara, Gasnier, qu'on n'a pas encore vu, mais qui va apporter aussi quelque chose en Ça me plus. tarde. Je trouve qu'il y a ça me tarde de le beaucoup voir jouer de possibilités de composition et de varier le style d'attaque qu'on veut faire, quoi. En plus que ça soit très rapide, très technique. Ouais. On sent quand même que c'est la plupart des joueurs de couloir, mais c'est pas que que ça, ouais. Ça, non, c'est clair. Non, mais là, ça, il y a beaucoup de cordes à son arc. Ouais. Ah, il a de la matière à travailler. Puis après, oui, on est un peu en mode tout dépressif là, mais bon, on est 11e, on a 6 et 7 points d'avance sur le premier relégable et le barragiste. On fait vraiment un très bon début de saison, quoi. Ouais, puis Mais là, peut-être. si on- Ouais. Vas-y, Si je on t'en prie, gagne Johan. contre Bastia, là on est à 11 points. Si on gagne contre Bastia, on arrive à 14 et là on repasserait 5e ou 6e, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de place, ouais. Après, Donc, tu as- battre Bastia, je pense que ça aurait pas été simple non plus. Hein. Non, c'est pour ça qu'en fait, Ah, c'est non. pas mal de pas les prendre maintenant. Parce Ouais. que là, ils sont tellement costauds. Puis nous, on n'aurait pas été très fort, on aurait toujours eu ce problème de latéraux. Ouais. Puisque là, finalement, Guingamp, c'est que dans 10 jours, en fait, même pas. Ouais, parce que t'as la trêve internationale. Voilà. Donc, Ouais, en ouais. fait, il n'y a pas de match cette semaine. Mhm. Mais il y aura des matchs vendredi prochain. Ouais. Enfin là, ça fait 2 week-ends de suite sans match. Donc là, il faut Bien sûr, espérer en plus, récupérer les si- forces vives Ouais. et qu'il n'y ait pas de blessés en sélection. C'est toujours pareil, hein. Mhm. Le virus FIFA. Ouais, mais j'ai un peu peur du match à Guingamp quand même. Je dois l'avouer. Ah, bah là, Bah, c'est pas spécialement un terrain qui nous réussit. Ouais, Ouais, on prend c'est 4-0 régulièrement là-bas. Oui, c'est le tarif. Donc, On y a gagné une fois. La première année, on a gagné là-bas. Ah, c'est On très verra bien. Mais hein. après Non, 2 ou franchement, 3 semaines sans jouer, sachant qu'ils ont pris une petite branlée à Clermont là, 4-1. Ouais, c'est presque Ah, ça. Le ouais. pire pour nous, c'est que. ils vont être un peu énervés. C'est ça. Et ils vont être un peu énervés. Et il y a le souffre-douleur habituel qui débarque. Ça. Quoi. C'est... On va se transformer en jouet pour chien, on va prendre 5 buts. Ouais, puis c'est là-bas. On va donc se faire bully. il y a vraiment un monde où pas si lointain où à la mi-temps il y a 2-0 comme d'hab, quoi. Parce que si jamais on en prend 3 à Dunkerque, on en prend 3 à Laval, Ouais. Guingamp ça peut être très compliqué et très pénible aussi. Ouais. Après, on a aussi le potentiel pour mener 2-0 là-bas. On a Oui, le potentiel, clairement. ouais, mais pour On l'instant est capable à de l'extérieur tout, on l'a pas montré, quoi. Si, Clermont-Grenoble, c'était quand même des matchs. C'était des bons matchs à l'extérieur. Après, Ouais, quand ouais. tu vois Clermont, c'est un Clermont amorphe depuis le début de la saison. Clermont, Grenoble, c'était pas non plus depuis. Enfin, ça s'est amélioré, mais le début de saison un peu poussif Mm. de la part des Grenoblois. Donc, on a bien fait de les prendre maintenant, ces deux équipes, je pense. Ouais. Et Ah non, après, pour même le dans la coup, Dunkerque, c'était un combativité, vrai test, quoi. Non mais ouais, mais les gars, ils ont les on revient. équipes, Ouais. voilà, chaque fois on encaisse le premier but tout le temps. C'est une Mm. constante, je crois, de nos 4 ou 5 matchs à l'extérieur. C'est 4 matchs, ouais. 4 matchs, l'équipe à domicile, elle ouvre toujours le score. C'est juste que, clairement, on a réussi à rescotcher tout de suite sur quasiment une de nos premières attaques, avec un corner. Ouais. Et Grenoble, c'était plus compliqué, mais On est vite revenu on aussi. a fini par les Dunkerque bouffer. aussi, on revient vite. hein. Dunkerque, Dunkerque, on revient on vite. égalise, Dunkerque, on peut vraiment leur foutre le feu, mais parce que je pense qu'on avait un but de trop de retard, quoi. Ouais, mais on revient partout. Avec le but Oui, de on revient de partout, Bourbichon, c'est vrai. mais C'est vrai. On rentre Après, quand on même a pas des dans le match, occasions quoi.
on a des occasions pour revenir à 3-3, je crois. Hein. Ouais, à la y a fin, un ils se font à la mot, ils défendent tous dans leur... Oui, c'est vrai, Boutaïb, il a une occasion de dingue. Ouais. Cette tête, là, il a prendre l'épaule. Mais après, on peut être quand même satisfait de ce début de saison entre les blessés, les cartons rouges, c'est ce nouveau groupe encore. Et même le très jeune. 11 points. Ouais, le calendrier était pas. Enfin, quand tu regardes le début de saison, avant le début de saison, tu regardes le calendrier, il est pas facile. Hein. Tu prends du Caen, tu prends du Lorient à domicile. Tu vas à Grenoble, tu vas à Clermont. Ouais. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Et les défaites que l'équipe a encaissées nous montrent que voilà, on jouera pas forcément le top 3, mais il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction. Et puis, en tant que à titre personnel, moi je prends toujours autant de plaisir à voir l'équipe parce que, à part à quelques moments vraiment pénibles à Laval, sur quel moment du match, elle est toujours agréable à regarder jouer cette équipe. Il se passe toujours un truc dans les matchs du POFC. Dans le pire des cas, tu vois 4 buts. Hein, donc, Ouais, voilà. Mais ouais, en tout cas, moi, cette défaite à Laval, elle m'a fait du mal, quoi. Mentalement, ça m'a. Parce que je pense que pour passer un cap, Lorraine, pour que le club passe un cap, ce genre de défaite, il faut les interdire, quoi. T'as pas le droit, c'est. Enfin, je sais pas. Si tu veux vraiment. Ouais, mais tu restes le POFC, quoi. Tu restes un club moyen. Exactement. Après, voilà, peut-être que j'en demande trop, peut-être que mon cœur de fan, tu vois, est trop dur. On n'est pas sur trop exigeant. On n'est pas sur un plan de saison où on vise les barrages. Hein. On est pauvre. On vise. Oui, je suis clairement. Mais en fait, je pense que le début de saison m'a tellement excité, j'étais tellement optimiste que là, en fait, ça m'a fait redescendre. Tu t'es laissé avoir. T'as eu une étincelle de bonheur dans ta vie, Lorraine. Et elle t'a ébloui, quoi. Parce que. Bah, mais ouais, depuis, il fait tout gris, quoi. Et là, c'est ton optimisme. Johan, ton optimisme. Te laisse pas griser par lui. Il est très important dans cette émission. Parce que sinon, je pense qu'on serait sponsorisé par certaines marques de médicaments. Mais vraiment, c'est chouette. Ça reste bien ce qui se passe. Oui, mais clairement. Et on voit des joueurs progresser. Il y a du monde au stade. Quand bien même on a encore un stade vraiment assez petit. Assez petit. Enfin, très petit pour la Ligue 2 même. Même après, on aura un stade. Il y a du monde au stade, puis c'est bête, mais moi je commence à avoir des maillots du POFC en ville. Avant que je parte, j'en ai vu plein depuis 1 ou 2 ans, il y en a de plus en plus. Ouais. Par contre, il y a une culture club qui se crée. Je suis totalement d'accord. Je veux juste. Il y a un petit point où j'ai envie de te contredire, c'est le monde au stade. Je trouve que. Après, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais je trouve qu'il y a un peu moins d'affluence cette saison que l'année dernière. Et je trouve qu'en fait, c'est l'effet vendredi. Je sais pas, le public palois c'est un peu lassé, un petit peu. Après, il y a plus d'abonnés. Mais après, vraiment, pour de vrai, c'est juste l'effet vendredi. Bah ouais, bien sûr. Le vendredi, les gens travaillent. Donc, et puis, par exemple, il y en aura 2 ou 3. Il y aurait eu un triplon vendredi dernier. Si on avait joué Bastia, il y avait l'Élan et le Pau. Alors maintenant PHB. Le PBH, pardon, le Pau Billard Handball qui joue en même temps. Ouais. Donc, je suis d'accord avec Romain. Hein. Si la STUP et tout le monde et l'ANS, l'Association nationale des supporters, appellent absolument à continuer le combat contre cet horaire, c'est parce qu'ils vident les tribunes. Hein. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais ça fait une super transition, je pense, par rapport à l'interview de BLF et de Souza dans le Sud-Ouest, justement, où j'étais un peu surpris de leur réponse. Concernant cette question du vendredi soir, eux, en tout cas les joueurs et le club, préfèrent jouer le vendredi soir que le samedi soir. Ah bon ? Bon, oui. Ouais, mais leur réponse n'était pas claire parce qu'ils disaient ça, mais en même temps ils se contredisaient. Je sais plus les propos exacts, mais en disant que oui, ils reconnaissaient que c'était pas pratique non plus pour le public, donc. Ouais, qu'il y avait moins d'affluence, mais que oui, eux personnellement, ils préfèrent jouer le vendredi soir, peut-être pour avoir leur week-end de libre, hein, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense c'est quoi leurs arguments ? Je pense qu'ils s'en battent les couilles, en vrai. Je veux dire, pour eux, ça change pas grand-chose. Alors sportivement, ça change pas grand-chose. Au point de vue de l'organisation organisationnelle et tout ça pour le club, ça change pas des masses de trucs non plus. Ouais, il y a quand même une baisse de billetterie. Oui, t'as une baisse de billetterie, mais c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, mais quand tu fais... on a un stade, il tient dans mon salon. Donc, quand t'as une baisse Après, t'as un grand salon, on peut dire. C'est pas ça qui finance le club, tu vois ce que je veux dire. Oui, peut-être que pour un... Ouais, mais sur une saison comme cette année, t'as pas trop envie de perdre en billetterie non plus, quoi. Ouais, tous les gars sont bons à prendre. Moi, je pense qu'ils sont surtout très mal à l'aise. Mais c'est sûr. C'est à la fois, ils veulent tenir
Ils veulent avoir auprès de leurs supporters et de leur communauté une image de direction qui les soutient, mais de l'autre côté, Beansport dit blanc, tout le monde dit blanc, quoi, en fait. Ah oui, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et il en parlait d'ailleurs à BLF dans cette interview, il disait quand on monte à Paris pour les réunions, c'est très bien que c'est Bein et La Brune qui ont déjà tout décidé. Non, mais bon. Et voilà, quoi, on y va juste pour signer, quoi. C'est le problème d'avoir, de cette ligue en sous-influence, c'est que ton diffuseur TV contrôle tout, en fait, et décide de tout. Et donc, après, depuis des années, voire des décennies, c'est comme ça, quoi. En France, mais tu vois... En France, c'était Canal+, qui contrôlait le foot français pendant des années. Ouais. Et le fait d'avoir cette ligue qui est la garante de la qualité des compétitions, qu'elle soit à ce point dominée dans le rapport de force, on l'en pâtit tous, quoi. C'est un principe de base, c'est le financeur qui commande, hein. Quoi qu'il advienne. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression que... si prend ses clics, ses claques et ses dollars, t'es... Absolument. Mais j'ai quand même l'impression, quand tu vois, Dieu sait qu'on lui tombe dessus, mais que Tebas et la Liga, je trouve notamment dans leur fair play interne, fair play financier interne, dans certains choix, je les trouve quand même plus revendicatifs, plus affirmés. Et je parle même pas de la Première Ligue, qui... elle est ultra puissante. Après, t'as des différences. La Liga ou la Première Ligue, je veux dire, quand t'es basse, malgré tout, t'es la Liga, t'as le Barça et le Real, essentiellement, parce que les autres, ils s'en foutent un peu, mais pour le coup, t'as le Barça et le Real qui sont des marques mondiales de niveau... tout le monde connaît le Real Madrid, tout le monde connaît le Barça. Qui sont limite au-dessus de la Ligue, quoi. Dans tous les pays du monde entier. T'as un truc à vendre. T'as un vrai truc à vendre que le financeur, entre guillemets, il a très envie d'avoir. Ouais, mais... le foot français... Ils ont l'air d'avoir ménagé ce rapport de force. Nous, c'est depuis qu'on a envoyé chez Canal, en fait. Canal veut plus du foot français, et depuis ça, t'as plus de concurrence pour... Avant, t'avais Canal Bein qui se battait plus ou moins, ou qui s'arrangeait. Maintenant, t'as plus que Bein qui veut le foot français, et DAZN qui tente un truc qui marche absolument pas, et... en même temps, Beansport qui a toujours pas réglé les dettes, enfin pas ses dettes, mais qui a toujours pas payé son contrat, quoi. Ils ont eu des conditions de diffusion sur le début de saison pour la Ligue 2. Ils ont été échaudés, oui. Qui étaient suboptimales, et je pense qu'ils font pas preuve d'un enthousiasme incroyable. Oui, et puis c'est une façon de montrer leur force aussi, quoi. Oui. C'est de dire on paye quand on veut, ce qu'on veut, et voilà, quoi. Ouais, mais ça nous met vraiment à genoux. Tu vois, je sais plus si ça existe encore, mais en Angleterre, il n'y a pas de match programmé à certaines parties de l'après-midi, le samedi et le dimanche, pour que les gens, en fait, aillent au stade. Et puis c'est terminé, ça. C'est terminé ? Ouais. Ah bon, mais tu vois, c'était le contre-exemple. Oui, mais c'est quand même une autre culture. Ouais, mais bien sûr, se comparer aux Anglais, on aura toujours tort, mais... tu vois, que la Ligue dise, écoutez, non, il n'y aura pas de match le vendredi, nous, nos matchs, c'est le samedi et le dimanche. Surtout quand on jouait on en a déjà parlé dans l'épisode, on va pas épiloguer, mais quand on jouait déjà le samedi, tu vois, j'en parlais avec un pote, il me fait, tu sais, nous, la Pro D2, ça fait je sais pas combien de temps que la première journée, elle est jeudi soir, quoi. Jeudi soir, mais là-bas, au rugby, comme ça fait déjà 15 ans que c'est comme ça, tout le monde s'y est habitué, et puis finalement, c'est un peu le même problème. C'est Canal décide de tout parce que c'est le diffuseur officiel. Après, la vérité, c'est que si le combat est perdu et que ça reste le vendredi pendant plusieurs années, on va s'y habituer. Et pour nous, la Ligue 2 sera le vendredi. Ouais. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage. C'est parti pour. Hein. Là, ça changera pas déjà cette année et on commence la saison prochaine, quoi. Mais Mais je trouve que ça montre à quel point la Ligue française de foot est faible. Parce que je sais qu'en Allemagne, ils voulaient instaurer un match le lundi soir. Les supporters, les ultras, ils ont gueulé 3 semaines. Et la Ligue a fait machine arrière. Dans quel pays ? Les diffuseurs aussi. Donc, dans quel pays, Yo ? En Allemagne. Ah ouais. Après, en France, la Ligue est faible parce que la Ligue n'a rien à vendre. Enfin, c'est le diffuseur est tout puissant parce que c'est la Ligue qui vient se mettre à genoux devant le diffuseur pour lui demander de bien vouloir lui donner de l'argent. Parce que... Ouais. Parce que on a un problème. Enfin, on a un problème. Je suis pas sûr que ce soit un problème, mais c'est une situation où on est moins vendeur que d'autres championnats. Le produit Ligue 1 vaut pas grand-chose. Non, mais ça, c'est vrai, Romain. Le produit ne valant pas incroyablement. D'autant plus, le produit Ligue 1 vaut d'autant moins que c'est toujours le même club qui gagne. Et que voilà, c'est invendable. Absolument.
Du coup, c'est le diffuseur qui commande, parce que c'est le diffuseur qui te fait la charité. Non, ouais, mais dont acte. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi, ce que j'ai l'impression de la position de la Ligue et de Vincent Labrune, c'est que ça a été une sorte de survalorisation de la Ligue 1, avec ces fameux 1 milliard ou ces sommes astronomiques à atteindre. Non, mais Labrune, c'est un abruti. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, il faut dire la vérité, c'est un crétin et un incompétent. Labrune est un abruti. Et les clubs aussi sont des abrutis. Enfin, les clubs sont des abrutis. C'est juste que moi, j'ai l'impression aussi à la Ligue qui se retrouve dans une position très compliquée où ils doivent essayer de vendre les droits TV du championnat de France qui ne valent pas ce qu'ils veulent le vendre pour nourrir une économie du foot français qui va à 150 km/h dans le mur, en fait. Quand tu regardes la part de la masse salariale dans les clubs de Ligue 1 par rapport à leurs voisins européens, je crois qu'elle est bien plus élevée. Et puis on a toujours dépendu des droits télé en France. Voilà, exactement. Et en fait, je veux dire, à l'heure actuelle, tu vois des clubs comme Louis Nicolin qui dit attendez, vous faites un resto en moins et vous payez DAZN. Son fils. Son fils, pardon. Laurent Nicolin. Pardon, Loulou. Il aurait dit la même chose. Hein. C'est les Nicolins, ils ont toujours été. Une insulte en plus. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est et puis les symptomatiques de tous les autres présidents, c'est de dire, on va faire à DAZN et puis vous fermez votre bouche, puis vous payez 50 €, enfin peut-être pas 30 € par mois. Son stade, il y a plus personne qui y va. Il est pourri. L'équipe, elle avance plus. Je veux dire, les tribunes se vident. Alors je dis ça, il paraît que les influences sont plutôt correctes, mais en fait je pense que c'était l'occasion d'un coup de balai, et quitte à faire péter une bulle et qu'on parte de plus bas et qu'on se reconstruise de manière plus sereine. Faudrait voir arriver, ouais, mais faudrait voir ce qui se passe en Eredivisie ou en Liga Sagres, tu vois. À mon avis, ça n'arrivera pas tant que en fait il faut la catastrophe. Oui, avec une majuscule. Mais la catastrophe peut vite arriver. Pour que ça arrive. Mais vraiment la catastrophe. Quoi. Parce que si DAZN continue à pas vendre son forfait, au bout d'un moment, ils vont plus pouvoir payer. Et déjà que tu n'avais personne pour acheter les Ligue 1, si le seul qui a bien voulu avec un prix réduit de moitié, il ne peut plus l'acheter. Ouais, bien sûr. Il restera bien. Voilà. Puis tu vois, je sais plus quel match. Qui va payer ça 15,50 € pour les 3 saisons. Et, Mais à la rigueur, bon, et puis on part sur. En fait, profiter de cette étape-là pour que la Ligue elle reprenne de l'étoffe, mais vu la réélection de Vincent Labrune, c'est absolument pas le créneau. Puis avec cette histoire de Ligue 1 Premium, enfin en plus c'est vraiment une culture de l'élitisme du championnat. Bon. Mais oui, enfin après la réélection de Labrune, c'est ces présidents qui veulent sauver leurs fesses, qui veulent faire un peu d'argent sur le dos des supporters, comme comment dire. Qui essayent de maintenir un système économique, comme tu disais, Tom, qui est en train de se casser la gueule, et en fait, ils sont tellement omnibilés par l'argent qu'ils s'en rendent pas compte. Et ça me fait plaisir de voir un club comme Montpellier, qui va certainement descendre, un club comme Rodez, avec son président, qui se fout littéralement de la gueule des supporters, et de son vote, enfin bref. C'est un déni de démocratie, donc ça me fait plaisir que ces clubs-là, après, en tout cas sportivement, j'espère qu'ils vont descendre et qu'ils vont se casser la gueule encore plus vite, économiquement et sportivement. Le monde du football français, il a des problèmes depuis extrêmement longtemps. Je pense qu'il n'y a pas eu de moment dans son histoire où il n'a pas eu des problèmes. Et il a un problème aussi, c'est que, il est dirigé par les présidents de club. Les présidents de club, il y a une culture derrière. Fondamentalement, ils sont pas bons. C'est-à-dire, ils sont incompétents à beaucoup de choses. Sociologiquement, et c'est pas faire insulte, c'est une vraie. Sociologiquement, c'est des chefs de PME de province qui ont réussi dans les affaires. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, ils sont bons. Mais, oui, mais quand tu président de club de foot, quand tu réussis comme si c'était grisé en fait. Quand tu réussis dans les affaires, t'es pas en train de te coordonner avec les autres entreprises du coin pour avoir une structure commune, une gouvernance commune, et avec un espèce d'entre-soi où tu discutes avec tes propres enjeux, tes propres trucs, les propres réseaux de chacun, qui dure depuis 50 ans, parce que les réseaux, je veux dire, Labrune, il sort pas de nulle part. Labrune, il est issu de réseaux ils ont eux-mêmes issus de réseaux qui sont eux-mêmes issus de réseaux. C'est un problème du foot français depuis les années 60 au moins, quoi. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de volonté de développer le truc. Tu regardes l'argent de CVC. CVC a envoyé 1,5 milliard ou 2 milliards dans le foot français. 1,5, ouais, je crois, le premier. C'était censé partir dans des projets d'infrastructure, etc., développer le championnat.
Parce que t'as l'impression que la Ligue 1 elle est plus forte, mieux structurée qu'il y a 3 ans, non quoi. Bien sûr. Et en plus, en renforçant le club, le PSG, pour le coup, qui était le mieux structuré, qui était le plus gros produit de la Ligue 1, et qui fausse la Ligue 1 et qui te permet de pas vendre d'histoire. Qui détruit la Ligue 1. Qui détruit la Ligue 1. Je veux dire, c'est et c'est pas la faute du PSG. Si, c'est la faute du PSG. Mais ils font leur taf. Ouais. Mais le fait qu'ils écrasent absolument tout et que du coup, en fait, le football français n'existe pas. C'est pas possible. Ouais, tu peux pas avoir un championnat où c'est toujours le même qui gagne. C'est pas possible. C'est invendable. Tu peux pas le vas pas vendre l'histoire. Alors que la saison dernière, tu peux vendre l'histoire du Stade Brestois, par exemple. Cette année, tu peux vendre le Stade Brestois. Mais après, tu peux toujours essayer de vendre l'histoire de qui sera le deuxième. Mais si tu sais qui sera le premier, c'est toujours le même. En Espagne, ils ont une variété avec le Real et le Barça, plus l'Atlético qui s'y invite. Par le passé, Séville qui s'y invite. Enfin, un certain nombre de clubs comme ça qui peuvent s'y inviter. Mais au moins un duopole qui se tire la bourre. En Angleterre, ils ont... C'est Battle Royale. C'est Battle Royale un peu. Même si c'est souvent les mêmes qui gagnent, mais c'est au moins il y a baston. Même en Allemagne, c'est pourtant l'Allemagne, voilà. Mais même en Allemagne, l'année dernière, c'est pas le Bayern qui a gagné. Et voilà quoi. Ça peut y avoir Bayern. En France, le PSG gagne. Point. Ouais. T'as même pas envie de regarder leur match, quoi. Bah non, t'as pas envie de regarder. Ce qui est symptomatique, là on digresse vraiment, c'est la saison. Oui, vous êtes toujours dans un podcast à propos du PFC. C'est la saison 2022-2023 où le lance de Francaise fait une saison, mais normalement dans l'histoire du foot français, tous les jours elle est championne de France. Tous les jours. Et t'as un PSG de Galtier avec des stars mondiales qu'on verra peut-être plus jamais en France. Mbappé, Messi, Neymar, enfin une équipe qui tourne absolument pas, du drama tout le temps, des matchs pauvres gagnés je sais pas comment, et même sur une saison pareille, ils finissent champions, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est à peine s'il a été célébré. C'est-à-dire que même les Parisiens eux-mêmes, en fait, s'en foutent de l'hexagone. Ça a plus de valeur au bout du 9e d'affilée. Je veux dire, Mbappé, pourquoi il serait resté pour gagner 18 Coupes de France et 17 championnats bon, donc c'est dommage. Et vaut mieux aller devenir un joueur médiocre de milieu d'effectif au Real Madrid. Voilà, exactement. Et au moins, pour revenir à nos moutons, la Ligue 2, là, il y a vraiment des inconnus à tous les étages chaque saison, et c'est ce qui fait que c'est un championnat hyper chouette à suivre. Ouais. On se régale quand même. De toute façon, en Ligue 2, ceux qui sont les meilleurs, l'année d'après, ils y sont plus. Donc forcément, déjà, absolument. Mathématiquement, mais il y a quand même beaucoup de surprises. Beaucoup de gros qui se prennent les pieds dans le tapis parce que c'est un championnat assez concurrentiel, et voilà. Bon, on le voit encore cette saison, à part Martigues, on l'a vu ici, c'était vraiment très très faible, mais sinon tout se vaut, quoi. Tu disais tout à l'heure, Romain, que Lorient il n'était pas impressionnant face à nous, mais c'est parce que aussi tu as un niveau qui est très homogène. Même les gros, en fait, quand ils se déplacent chez une équipe moyenne, ils n'ont aucune garantie, quoi. Bah non, parce qu'il peut y avoir, ils tombent sur un Pau FC qui rend une copie extrêmement propre. Avec de la qualité à chaque poste, non, c'est quand même très chouette. Ce qui je pense, va être le grand manque de la Ligue 2, et c'est un serpent qui se mord la queue, c'est quand même, je trouve, le peu d'attrait en termes de... Il y a quand même beaucoup de stades assez petits, assez vétustes. Quand tu compares à toutes les deuxièmes divisions européennes, ça n'a rien à voir, quoi. Alors que la Ligue 1 a du monde. Alors je me contredis par rapport à tout à l'heure, mais il semblerait que beaucoup de stades soient très étoffés et font le plein. La Ligue 2, c'est un peu difficile. C'est ça. Si en plus en Ligue 2, on commence à jouer à chaque fois au milieu de 12 000 personnes, ça devient vraiment chouette, quoi. Tu vois. Ouais, t'as quelques gros clubs comme Caen, comme Lorient, Metz, qui sont capables d'avoir des belles influences, mais derrière, ça suit pas, quoi. Des exceptions. Ouais, du coup, ça nous fait la transition pour l'autre info du moment, c'est la 3e tribune qui a été validée. Le bail a été validé par l'agglomération, et du coup, le club va pouvoir lancer ses travaux pour une livraison début février. Alors, on parle de, si je ne me trompe pas, à peu près 300 places debout en rez-de-chaussée pour la stup et le COP en général. Et au-dessus, moi je trouve le mélange très drôle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et au-dessus, un étage de petits fours avec 300 places VIP et un rooftop. Des hospitalités, quoi. Ouais. La base, la tribune était vraiment voulue pour faire uniquement du VIP, mais ils ont concédé un petit peu de mettre aussi du monde en dessous. Le bas peuple, les énervés. La différence entre les excités et les petites coupes de champagne. Moi, je trouve ça très cohérent, parce que
Les gens qui aiment les petits fours et le champagne, ils aiment bien quand c'est un peu un peu exotique, tu vois. Pour l'afterwork du vendredi. Tu vas pas au stade pour être à côté de Jean-Michel qui fait des commentaires en mangeant son sandwich à merguez. Non, tu veux des gens qui chantent avec des drapeaux parce que tu veux l'expérience complète. Ouais. Puis de toute façon, à mon avis, les accès seront différenciés. Donc, tu vois. Oui, ils vont pas se croiser aux toilettes. Non, voilà. Donc, les ultras, ceux du virage, on y sera par un tunnel à bestiaux, et les autres, ça sera par un ascenseur. En hélicoptère. Ouais. Moi, je trouve ça très chouette. Alors, c'est un pari, puisqu'il semblerait que le club finance intégralement sa tribune. Ouais. En fait, il y a juste 300 ou 400 000 euros au départ, et il y a un prêt de 1,7 million derrière. C'est vraiment pas négligeable pour le Pau FC. Mais après, le club disait clairement qu'il manquait d'espace réceptif. Ils auraient pu vendre plus de VIP que les capacités qu'ils ont pour l'instant. Il y a plus de demandes que d'offres. Ouais, et puis leur affaire, le chapiteau qui est à côté du grand écran, là, je sais pas si ça fonctionne très bien, même si c'est peut-être pas fait pour regarder le match à l'intérieur. Moi, je trouve ça positif. C'est toujours là, quand on parle d'infrastructure, on parle vraiment de développement club. Après la forme architecturale, je crois que vraiment à terme le Loustre-Camp ressemblera à rien du tout. On sera peut-être le stade le plus moche de France. Contrairement à maintenant où il y a une vraie cohérence. C'est une vraie cohérence, chef-d'œuvre d'architecture. Non, mais ça va être encore pire, je veux dire quoi. C'est-à-dire que, les esquisses. C'est une quatrième tribune. On dirait le bâtiment. On dirait une aile qui se ressemble. Franchement, le début, je sais pas, on dirait ça va être une boîte de conserve. Ah ouais, moi je trouve ça fait un peu prison, ça fait un peu Fresnes, tu vois, je veux dire, la façade lisse comme ça et tout. Après, j'étais étonné parce que ils disent qu'ils vont aller taper dans les arbres derrière. Ça, j'ai rien compris. C'est pas précis du tout parce que il faut vérifier le cadastre, mais normalement, en épaisseur, il y a la place de le faire sur l'enceinte actuelle du stade. Même sur les maquettes qu'on a vues qui sont sorties dans la presse. Ouais, je pense que je vois pas pourquoi ils iraient. Mais parce que ça a été nommé, il faudrait aller couper des arbres. Alors moi, j'aime pas déjà quand il faut couper des arbres. Et je sais pas, à moins que le chemin Bernadou passe sous la tribune comme un peu façon Bombonera ou quoi, mais je crois pas que ça serait stylé, ça. Ce serait peut-être un peu cher pour. Ouais, voilà. Et puis la tribune, elle ferait pas cette taille-là. Non, ça n'a pas vraiment de sens. On va vite savoir parce que les travaux ont commencé, donc on va très vite voir ce qu'il en est. Ouais, dès février, par contre, ça, j'ai été surpris. La livraison, dès février, livraison en février, la tribune est en place. Ça semble ambitieux. Mais il va être encore en papier buvard, le truc. C'est un projet en kit dès le départ, le stock un peu. Putain, ça promet. Mais non, mais c'est chouette. C'est chouette. Et après, c'est notre stade, il ressemble à rien, mais. C'est le nôtre. C'est à nous. C'est chez nous. Et il est toujours rempli, en tout cas. Et donc, il y aurait quoi? Donc, en fait, en termes de hausse de capacité du stade, c'est peanuts, en fait. En public, normal, entre guillemets, c'est 300 places ou 400 places en plus, quoi. C'est vraiment... Il y aura quoi? Il y aurait des bureaux aussi dans cette tribune? Je ne sais pas. Parce que 300 places pour une tribune, c'est rien. Cuisines ou tout ce que tu veux pour l'espace réceptif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que si t'as 300 VIP au-dessus, il faut aussi d'autres infrastructures à côté, quoi, pour les recevoir, quoi. Mais au rez-de-chaussée, la tribune debout, il y aurait combien de capacité? Ce que je te dis, à peu près 200-300 places. Mais vraiment resserré au milieu de la tribune, quoi. Mais par contre, je suis sceptique sur ça. C'est pour les drapeaux, la taille des drapeaux. Ça va pas toucher le plafond. Je crois pas. Je sais pas si ça a été leur priorité, tu vois. C'est la taille des drapeaux. Tu vois, on ira sur le rooftop, Yann, pour ajouter les drapeaux. Bon. En tout cas, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu un truc. Sur LinkedIn aujourd'hui, c'est le Pau FC qui propose de faire le voyage avec les joueurs en jet privé pour voir un match à l'extérieur. Si vous faites un reportage en immersion, moi je suis chaud. Et si le podcast peut payer, je suis encore plus chaud. Eh bien, il ne payera pas. Attends, c'est quoi cette histoire de LinkedIn? Pourquoi t'as vu ça sur LinkedIn? C'est quoi que t'as vu ça? Le Pau FC propose à ses partenaires de passer un voyage, faire un voyage, de faire un match à l'extérieur avec les joueurs. Donc ça commence dès à l'aéroport de Pau. Tu prends l'avion, le jet, tu passes du temps avec le staff, tu regardes le match et tu rentres avec les joueurs le soir, dans la nuit, quoi, le soir même. Ils font payer ça cher. D'accord. Et je sais pas combien ça coûte, mais voilà. Si vous avez pensé à un cadeau d'anniversaire ou de Noël, ça peut être sympa. Écoute, on va lancer un lead chip et on verra. J'interviens une seconde avant qu'on passe à un autre sujet, mais je viens de voir, car Alex a bien voulu me montrer les images, l'infographie de la future tribune, machin. Je suis choqué et déçu. C'est un style. C'est trop.
style. Non, c'est pas un style, c'est. Bon, il faut que quelqu'un le dise. C'est ni fait ni à faire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah ouais, non, je te promets, c'est. Après, bon, voilà, c'est toujours mieux que rien, mais. Si on peut te rassurer, ça n'a pas été fait encore, par contre, ça va être fait. Après, être le stade le plus moche du pays, moi je trouve que c'est un défi en soi qui peut être très très chouette. Hein. Non, mais il faut se renouveler constamment. Et là, on est à la fois, bon, moche, passe encore. Moche, mais pas pratique. Et risible. C'est-à-dire. Genre, ça a l'air rigolo tellement c'est. Ouais, c'est. Bon, on verra sur pied. On verra quand ça sera fait. Parce que pareil, on sera ultra fan du truc. D'ailleurs, je relis l'article qu'on avait partagé justement sur les travaux. Ils disent 200 places pour les ultras. Ouais. Et c'est 300 personnes en place assise. Donc pour salle de réception rooftop, c'est 300 places. Et pour le reste des supporters, les pauvres, les sans-dents, ça sera 200 places. Voilà. Bah, écoute. À voir. Et pour atteindre une capacité de 4500 places au total. Ouais, mais on est à 4000 combien déjà là? Ouais, 4000, je pense. 200, je crois, un truc comme ça. 4200. Bon. Pas grand chose, quoi. Petite break news, les Girondins de Bordeaux se déplaceront à Bassins au 5e tour de Coupe de France. Il y aura un derby Bayonne-Saint-Jean-de-Luz. Mais ça va, tu veux que je... Sinon, j'ai un vélo à vendre. Non, mais c'est important. Il faut parler de cette Coupe de France. On n'en parle pas assez. Est-ce qu'on sait ce que ça donne Mourinx, pour le coup? En attente, normalement, il devait se prendre la décision vendredi dernier. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Mais si tout va bien, ils se déplaceront à Chambéry-RC. Je ne sais pas où c'est. Okay. Chambéry? Ouais, c'est à Villeneuve-d'Ornon. Enfin, il jouera à Villeneuve-d'Ornon. Voilà. Bon, allez, après l'intermède de l'FP qui a duré une demi-heure, on va revenir sur le POFC. Une autre info qui est sortie, c'est le déficit de la saison en cours qui, pour l'instant, est de 2 millions d'euros. Alors, si je me trompe pas dans les calculs, c'est en fait le budget a été établi sur les anciens droits télé qui ont été divisés par 2 en début de saison avec Bein. Enfin, avec les nouveaux droits de la Ligue 1 surtout. Et du coup, on se retrouve avec un budget, un trou de 2 millions d'euros qui va devoir être comblé d'ici la fin de saison. Une des possibilités, c'est une info dont on parle pas mal, c'est Moussa Sylla qui pourrait partir en Italie en mercato hivernal. C'est pas non plus une assurance vie. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Quoi. Ouais. Et l'autre, on aurait une clause de à peu près 20% là-dessus sur la revente. 20% serait qu'ils partent pour 10 millions. Quoi. Ouais, 10 ou 20 quoi. Et l'autre obligation, ce sera peut-être de devoir vendre des joueurs si on peut, parce qu'il faut avoir les joueurs à vendre. Ça sera ça l'obligation. Tous les gars en fin de saison. Ouais, mais on n'a pas le choix. De toute façon, c'est pas sur la billetterie avec leurs 300 places en plus. Donc en gros, il y a 2 millions à trouver à la fin de la saison. Ouais, ça. En sachant que la DNCG devrait être cool, je pense, l'été prochain, parce que sinon, le championnat national, il se jouera à 60 dans un an. Mais, Ouais, ou la N2, ouais, mais... Ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle. Surtout pour un club comme le Pau FC. Donc, on compte sur des Souza et BLF pour armer le club pour cette étape en mai, quoi. Après, ça va avec leur stratégie de vente, de trading, même si bon, il y a un trou, mais bon, voilà, faut vendre des joueurs. De Souza, il est là pour ça. Justement, c'est le but. Dans l'interview, ils en parlent clairement, quoi. Oui, c'est le projet. Après, en sachant que si tout se passe bien, on aura quand même de la matière pour vendre des joueurs. Absolument. C'est juste que quand tu as un club qui doit absolument trouver 2 millions, sinon la DNCG, elle te bute, ça te met dans des perspectives de négociation différentes. Oui, parce que les mecs qui viennent te prendre tes joueurs, ils sont au courant que tu es à la rue. Ouais, bien sûr. Surtout si c'est des Ligue 1 qui n'auront pas forcément un budget énorme non plus l'été prochain, quoi. Et le truc, c'est que ça met aussi une pression sur le sportif, quoi, parce que t'as 2 millions de déficit, t'as absolument aucun droit de descendre sur une saison comme ça, sinon ça peut être vite très mauvais en national, quoi. Ouais, on a un budget de quoi? De 6,5 ? 6,5, 7, ouais. En baisse de 1,5 million, 2 millions par rapport à la saison précédente, quoi. Couplé au fait que là, le club emprunte pour payer sa tribune. Ah, attention. Ouais. Et le club aussi paye des joueurs, des transferts, quoi. Parce que Arconte, il n'est pas venu gratuitement. Ouais, on a mis 800 000 euros entre Arconte et Koudou. Koudou non plus. Ouais, il y a des investissements lourds pour le club. Ouais, il y a un effet ciseau avec les droits TV, là. Mais après, sincèrement, l'achat d'Arconte, c'est quand même un pari. Parce que tu mets 600 000 euros, environ, apparemment, tu mets 600 000.
c'est un vrai pari, quoi, vu Ouais. la situation économique. Et en plus, il achète connaissant le contexte. Hein, il savait déjà qu'ils avaient perdu de l'argent à cause des droits télé. Donc, Ouais. lui, c'est un vrai pari. Et je pense que s'il peut être amené à partir, enfin, si on reçoit un bon chèque pour ce joueur, pour Arconte, je pense que le club le laisse partir. Ah oui, Sans mais problème. il le disait d'ailleurs, tu l'as lu l'interview du Sud-Ouest, il disait clairement que même dès cet hiver, s'il y a un joli chèque qui arrive Oui. sur la table, les joueurs ils partent. Mais bon, Ils le c'est disent. logique, quoi. Il dit que voilà, on discutera en temps voulu si ça se présente. Après, si on reçoit un chèque de 2 millions, 2 millions, sauf qu'il manque un autre budget, évidemment qu'on ne va pas s'asseoir dessus. Bah ouais, 3 points voilà. de suspension. En sachant qu'il y a un discours un peu différent entre De Souza et BLF. BLF, il est clairement en mode oui, on vend, alors que De Souza, il dit hop, si les offres de janvier, souvent, elles reviennent en juillet, donc on aura peut-être le Ouais. temps de le garder. Mais bon, Et d'ailleurs, en parlant de c'est ça, le club cherche des actionnaires, des nouveaux partenaires, actionnaires minoritaires. Donc, si vous avez un peu Ouais. d'argent et Investissez. vous savez pas quoi en faire, eh ben, le POFC en cherche. Voilà. Attends, c'était Jean-Claude Codin qui disait au président de, je sais plus, le nouveau président de l'OM, vous avez de l'argent et vous allez le dépenser maintenant, tu vois, genre en mode, enfin allonger la caillasse, quoi. Après, moi, il y a un truc qui m'a fait peur dans l'interview de BLF en parlant des nouveaux partenaires, c'est la question, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux partenaires, quitte à devenir actionnaire minoritaire. Il dit, tout est ouvert. Aujourd'hui, on étudie toutes les possibilités. L'une des solutions, ce serait peut-être d'être une filiale d'un grand club. Ah Ouais. putain. Ça, par contre, perdre notre dépendance et être les petits bras, enfin bref, d'un gros club, ça me fait... ça Sachant m'embête que fortement. Tu veux dire perdre notre indépendance. Perdre notre indépendance, oui, pardon. Ah bah ouais, là, club filial, non merci. Hein. Sachant que ce serait forcément un club étranger, parce qu'un propriétaire ne peut pas avoir de club Dans le même différent pays. en France. Donc, Ah ouais. ce qui est pire en général, parce que... Bon, Ah moi clairement, je préfère redescendre en N2 et être indépendant que vivre ce que vit Strasbourg ou... Ouais. Et là, d'ailleurs aujourd'hui, 777 Partners est officiellement en liquidation judiciaire. Ah ouais. Donc ils ont 7 clubs à eux. Ils sont encore au Restar. Et Ouais, là, ils ont c'est Red Star, le Genoa. ça y est, c'est la déflagration que tout le monde redoutait depuis ce printemps. Ça y est, inconnu le plus total. Ouais. Et le Red Star, ils sont en pleine construction de leur stade. Qui va payer et enfin, t'as aucune visibilité. Alors, c'est là, c'est la multipropriété par un fonds d'investissement, mais c'est souvent comme ça qu'ils se matérialisent. Non, là, c'est la gangrène du foot. L'UEFA et la FIFA, ils le tolèrent parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça, oui, c'est légal. Ouais. Mais c'est Dire, en train de buter le foot et je veux absolument pas ça au POFC. Je préfère vraiment redevenir un club champêtre et quitter le professionnalisme que devenir un truc qui finira par mettre des gens derrière les barreaux ou des gens complètement au chômage, quoi. Oh, des fois, Ouais, je suis des fois, totalement d'accord. des fois, tout est légal et c'est juste ça tue le club, hein, mais ça tue le club légalement. Ouais, bien sûr. Tout le monde ne va pas en prison. C'est pas parce que 777 c'est des escrocs. Oui, Tu vois, oui, c'est sûr. Citigroup, tout va bien pour eux. Hein. Par Mais, contre, ils détruisent des clubs, mais tout va bien pour eux. Moi, je sais par exemple, tu vois, la multipropriété de Joga Bonito, de Lopez là, à Bordeaux avec Boavista et tout. Moi, franchement, à mon avis, il y a des choses qui sont pas nettes non plus, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je parlais de. Lopez. Oui, voilà, je prends vraiment, voilà. Bon, ok. Enfin, cela dit, voilà. si cette perspective arrive un jour, je crains, hélas, Tom, que BLF ne t'appelle pas personnellement pour connaître ton opinion. Ah ben non, Tu disais, mais je préfère encore que... je fais un podcast, donc je donne mon avis, tu vois. Après, on peut se dire que, pour moi, ça arrivera forcément, mais on a quand même la chance, en fait, et c'est un peu un cas à part dans le foot pro d'avoir un président actionnaire majoritaire à l'ancienne, quoi. Foot à papa, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Et forcément, la transition du POFC, dans le dernier podcast, on rigolait sur le fait qu'on grandissait tellement qu'on avait maintenant des lofters et un loft. Ouais. Et forcément, les étapes suivantes, ça sera un nouvel actionnaire au bout d'un moment, quoi. Ouais. Qu'on n'aimera pas. Mais peut-être notre salut, alors voilà, à pas vouloir ce genre de fonds d'investissement, mais je pense pas, c'est que la marque, elle est résiduelle. Déjà, il y a 0 stade. Bientôt, il ressemblera à, je sais pas, justement, méfie-toi de qui c'est qui sera intéressé. Ah ouais. Pour acheter un truc qui... Ils arrivent, ils pressent le club, ils veulent en faire des steaks. Ils en font du jus, Ouais. ils pressent tout ce qu'il y a à prendre en actif et ils partent. Ouais. Oui, Et peut-être. sinon, on trouve le capital aux socios.
Bien Voilà. sûr. Hein. Mais bon, je jette l'idée comme Tu ça. t'es cru en c'est Union tout, hein. soviétique ou quoi Non, mais moi je suis chaud, mais à mon avis, T'auras jamais les on moyens. fait quoi. tourner le club en R2, quoi. On n'est pas le Barça en termes de Ouais. nombre de socios, Eh quoi. ben, pas de souci, mec. Je tiendrai la buvette avec plaisir. Bon, Voilà. bah je serai avec toi. En R2, il y a peut-être moyen de jouer. Hein. Ah putain, on a raté le coach, Tom. Ah putain, merde. On sera vieux à ce moment-là. Mais s'il faut être directeur sportif ou truc comme ça, je suis chaud. Non mais attends, le socios, tu décides pas de ce qui se passe au club, hein. Hein. Non, C'est évidemment. bien Johan, ça, le- il est prêt à être Évidemment. social, se nommer directeur D'ailleurs, sportif derrière. je vous conseille le Sochaux Must Go On, Sochaux Go On ou un truc comme ça, le documentaire de Canal sur la reprise Ouais. du FC Sochaux. Très, très Et sympa. c'est justement, Johan, c'est pour ça que je rebondis sur ça. C'est une espèce de. Donc, c'est un actionnariat populaire et bien sûr un tissu industriel local qui a sauvé le club. Et c'est la deuxième partie du documentaire, c'est l'apprentissage justement de cette culture socios entre guillemets à la Sochaux, où c'est pas parce qu'en fait t'as des actions que tu décides de ce qui se passe au club, au contraire en fait. Parce Donc, qu'il reste Non, une minorité. évidemment. de toute Après, il y a- on t'as te quand même fait un on te conseil fait un bilan d'administration. financier dans l'année et c'est tout quoi, tu vois. Oui. Bon bref. Et pour rebondir tu là-dessus, ouais. Jean-Claude Plessier a fait ses adieux au FC Sochaux. Il n'était pas censé rester Ouais. plus longtemps. Il l'a sauvé, il a Ouais. réuni les forces vives, il est reparti. Ouais. Mais c'est une belle histoire. Dans Complètement. leur malheur d'avoir été avec un actionnaire à la con, c'est une belle histoire au final. Enfin, au final. Ils sont en national, les pauvres, mais Ouais, je sais pas si c'est. Oui, le club aurait dû. ils ont couler, réussi à quoi. se sauver d'un peu nulle part. Ils auraient préféré rester en Ligue 2 et jouant pour la montée que, Ouais. Je pense aussi, ouais. que d'avoir une belle histoire et d'être en national. Tu vois, Mais c'est le foot. en passant par les DUS qui vendent des lampes mais ils ne vendent plus et qui étaient pas, visiblement pas au courant qu'ils avaient un club de foot. Et de la multipropriété chelou. Mais après, c'est aussi grâce à ce genre de club qui se plante que nous, on a pu se hisser petit à petit à ce niveau en Ligue 2. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'on a même été un peu au-delà du tour, mais bon. On se retrouve logiquement la prochaine fois autour de notre entrée en Coupe de France. La fameuse. Des trucs plus sympas à vivre. Ça sera vers la mi-novembre. Il y aura eu 5 matchs d'ici là. On se déplace à Guingamp, on en parlait de 3. On se rapproche de toi, Yohan. Un double déplacement puisqu'on ira après à Annecy avant de recevoir le Paris FC. On a quand même un joli calendrier et logiquement il y a un match contre une réception de Bastia qui devrait se caler sur cette période aussi, j'imagine. Donc on aura 6 matchs à analyser la prochaine fois. Ouais. Dont double déplacement. Double déplacement, avec réception du Paris FC derrière, c'est... Avec cette équipe qui a du mal à se déplacer. Ouais. Il y On aura verra. pas- Hein. On verra, ouais. On verra si on est positif ou pas la prochaine fois. Après, tu te déplaces à 3 quand même. Hein. Donc si tu ramènes pas un point, enfin. Ouais, 3, ils ont quand même un petit Dernier. peu de... Ouais, mais ils ont eu leur première victoire contre qui, là Ils ont commencé à lancer peut-être un peu leur saison, donc bon. Puis, il y aura rien de facile, de toute façon. Et puis Pau à l'extérieur, les gars. Ouais, voilà. Donc, Oui. point. On l'a assez dit, Oui, oui. pour l'instant, à l'extérieur, c'est profil bas absolu. Hein. Et ils ont Bref. gagné contre Metz à domicile. Voilà, tu ouais, vois. d'accord, la vache. Donc, bon, on n'est pas Metz, quoi. Prudence. Dans un mois et demi. Ouais, Salut, messieurs. salut à tous. Ciao. Bisous, ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!